Donc je crois qu'on ne pouvait pas mieux faire comme lieu pour parler de l'hystérie aujourd'hui. Le terme d'hystérie fut forgé par Hippocrate pour désigner un ensemble de phénomènes pathologiques que l'on peut déjà retrouver dans certains manuscrits égyptiens. Dérivé du terme grec hystéria, qui signifie l'utérus, l'hystérie est envisagée jusqu'à la fin du XIXe siècle comme un ensemble de troubles liés à un déplacement de l'utérus. Tantôt accusées d'être des simulatrices, tantôt considérées comme des sorcières, possédées par le diable, les patientes hystériques présentent de nombreux symptômes qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Il faut attendre un siècle après celui des Lumières pour que la conception de l'hystérie soit modifiée en profondeur, entraînant alors en même temps un bouleversement des représentations de la psyché humaine avec la naissance de la psychanalyse et la conceptualisation de l'inconscient. De 1880 à 1882, un médecin autrichien du nom de Joseph Breuer va prendre en charge à Vienne une jeune femme de 21 ans qui présente de nombreux symptômes hystériques. Bertha Pappenheim, plus connue sous le pseudonyme d'Anna O, est atteinte en effet de divers troubles nerveux qui s'expriment essentiellement dans son corps. Sa personnalité semble scindée en deux. Elle fait preuve d'un fort altruisme, prodigue envers des personnes malades et désargentées une bienveillance qui lui apporte un certain équilibre, ce qui ne l'empêche pas, de temps en temps, de se comporter comme une enfant capricieuse qui épuise son entourage. Son humeur est extrêmement labile. Elle passe régulièrement d'une jovialité exubérante à un grand accablement. Elle n'a jamais eu de relation amoureuse et se réfugie dans ses fantasmes, ce qui peut se manifester comme de véritables absences. Sa souffrance va également venir s'exprimer dans son corps. Elle est atteinte d'une altération de la motricité au niveau de 3 de ses membres. Elle est affectée de troubles de la vision et présente également des difficultés à parler. Au tableau clinique de la patiente s'ajoute le somnambulisme, ainsi qu'un dégoût prononcé pour la nourriture qui se traduit par une anorexie. Lorsque son père tombe malade en juillet 1880, elle va lancer un appel de détresse à travers des quintes de toux nerveuses qui donnent à Breuer l'occasion de venir lui rendre visite. Au fur et à mesure qu'il écoute sa patiente, il s'aperçoit que ses symptômes s'apaisent et lorsqu'il part en voyage, il se rend compte que l'état d'Anna O s'est aggravé. Ses angoisses et son refus de la nourriture se sont amplifiés, ainsi que ses absences hallucinatoires pendant lesquelles elle aperçoit des têtes de mort et des squelettes. Breuer utilise alors l'hypnose et note, lorsqu'elle peut raconter l'ensemble des hallucinations de la journée, qu'elle se calme et retrouve son humeur joyeuse. Lors de ces phases d'absence hallucinatoire, elle décrit à haute voix ce qu'elle perçoit, si bien qu'un jour, un membre de son entourage lui répète une phrase qu'elle a prononcée dans sa période d'égarement. Anna saisit aussitôt les mots prononcés pour associer librement ses pensées et raconter une histoire ou décrire une situation dans un allemand des plus fluides. Rappelons qu'alors, Anna avait perdu l'usage de sa langue maternelle et s'exprimait presque exclusivement en anglais. Lorsqu'elle est empêchée, pour une raison quelconque, de raconter son histoire à Joseph Breuer, la patiente ne peut retrouver son calme et doit le jour suivant raconter 2 histoires au lieu d'une. Breuer note alors, je le cite dans les études sur l'hystérie, une suppression de l'excitation par expression verbale sous hypnose. C'est alors qu'Anna baptise ce procédé thérapeutique du nom de cure par la parole et de celui moins élégant de ramonage. Un jour de forte chaleur, la patiente commença à souffrir d'hydrophobie. Elle se voyait en effet dans l'impossibilité de boire de l'eau et ne pouvait s'hydrater qu'en mangeant des fruits. Le symptôme disparut le jour où, sous hypnose, elle put se remémorer une scène lors de laquelle elle surprit sa dame de compagnie donner à boire à son chien dans un verre d'eau. Le dégoût qu'elle n'a pas pu exprimer alors,
par souci de politesse, se manifestera lorsqu'elle racontera cette scène au docteur Breuer, si bien qu'à son réveil, son symptôme sera liquidé. C'est l'illustration de la méthode cathartique avec le procédé nommé par Breuer et Freud en 1893 du nom d'abréaction, selon lequel la décharge émotionnelle va permettre de libérer l'affect qui était resté emprisonné lors d'une scène traumatisante et partant de supprimer le symptôme. Mais revenons en 1881, lorsque Breuer s'aperçoit de l'efficacité de ce procédé. Il va alors demander à la patiente de lui raconter sous hypnose les éléments en lien avec chaque symptôme jusqu'au traumatisme initial, faisant ainsi disparaître chacun de ces troubles les uns après les autres. La présentation par Breuer du cas de Bertha Pappenheim au jeune médecin viennois Sigmund Freud va réveiller le désir de savoir de ce dernier. C'est ainsi que Freud abandonne sa fiancée pour assister, à l'âge de 29 ans, aux présentations de l'illustre neurologue français Jean-Martin Charcot.